Le journal de 13h30 sur les ondes de RTCI. Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition. Au deuxième jour de l'Aïd, les pèlerins tunisiens poursuivent les rituels du grand pèlerinage. Le coordinateur national du Hajj rassure quant à la sécurité et la santé de nos fidèles après une journée sans encombre à Arafat. De nombreux Tunisiens reprennent la route ce samedi après les célébrations de l'Aïd en famille. L'Association tunisienne de prévention routière appelle à la vigilance et au respect strict du code de la route. Économie, bientôt un an après l'adoption de l'article 412.3 imposant aux banques de consacrer 8% de leurs bénéfices aux PME, un article de loi sans effet, faute de décret et un blocage dénoncé par les acteurs économiques. La campagne céréalière a été lancée dans plusieurs régions du pays. Près de 2 millions de quintaux sont attendus cette année, mais les rendements restent faibles, tributaires d'une pluviométrie irrégulière et d'un secteur peu modernisé. Dans le monde, à Gaza, l'Aïd al-Adha sous les bombes. Au moins 38 Palestiniens sont tombés en martyrs dans de nouveaux raids de l'occupation. À Khan Younes, la résistance affirme avoir neutralisé 4 soldats israéliens. Enfin, météo, légère hausse des températures. Mesdames et messieurs, bonjour. Les quelques 11 000 pèlerins tunisiens poursuivent ce samedi les rituels du grand pèlerinage. Le coordinateur national du Hajj, professeur Hamadi Soussi, a indiqué que tous les fidèles sont aujourd'hui de retour à Minet en toute sécurité et en bon état après une journée sans encombre à Arafat, saluant l'efficacité de la médecine préventive mise en place par la mission sanitaire tunisienne. Dans une déclaration à la radio nationale depuis les lieux saints, il a précisé que 25 pèlerins ont souffert de coups de chaleur hier, mais sont désormais hors de danger. Depuis le début du Hajj, 6 cas ont nécessité une hospitalisation, dont 2 interventions chirurgicales. Après la célébration de la fête de Eid al-Adha en famille, de nombreux Tunisiens s'apprêtent à reprendre la route pour retrouver leur vie quotidienne et leur travail. Face à la densité prévue sur les routes, la vigilance reste de mise. L'Association tunisienne pour la prévention routière souligne l'importance de vérifier l'état général du véhicule, un geste simple qui peut sauver des vies. L'association rappelle aussi le respect strict du code de la route, notamment les limitations de vitesse et les distances de sécurité. Monver Jarfoura de l'ATPR au micro de Rajab Namara. On voit qu'il y a beaucoup d'encombrements parce que c'est tout à fait normal, parce qu'il y a des gens qui passent de l'endroit où ils vivent régulièrement vers leur ville natale. Aussi, tous les citoyens ont presque une voiture, plus que 2 ou 3 véhicules par famille. Et de non-respect du code de la route, parce que chacun veut arriver le premier, chacun veut border un peu sur la foule. Il faut essayer de s'adapter à cette situation exceptionnelle durant l'année. Et donc, céder le passage aux sujets âgés qui sont en train de conduire, aux femmes. Et il faut avoir beaucoup de patience pour éviter les accidents et les collisions des voitures et la perte du temps. Il faut faire des mesures de précaution personnelles. Quand on est fatigué, on n'est pas obligé de conduire. Quand on a sommeil, on s'arrête, on se repose et on reprend. Et qu'il faut mettre la ceinture de sécurité. Et il faut voir les roues, est-ce qu'elles sont en bon état ou en mauvais état. Donc, il faut beaucoup de mesures de précaution généralement. Voilà, je vous souhaite un bon Aïd, une bonne fête. Dans la page économique, depuis l'adoption en août 2024 de l'article 412.3, les banques tunisiennes sont légalement tenues à consacrer au moins 8% de leurs bénéfices au financement des petites et moyennes entreprises via des crédits à conditions facilitées. Pourtant, faute de décret d'application publié, cette mesure clé reste suspendue, paralysant un levier essentiel pour relancer l'économie tunisienne. Ce blocage administratif, dénoncé par plusieurs acteurs du secteur, freine l'accès au financement dont les PME ont besoin en urgence. Abdelazek Hawass, porte-parole de l'ANPME, l'Association nationale des petites et moyennes entreprises, nous en dit plus.
Concernant l'article 412, on voit que les banques n'ont pas encore mis en place les 8% pour financer les petites et moyennes entreprises. Donc ces 8% ne peuvent être distribués que par un décret qui doit être mis en place par la Banque centrale, qui doit intervenir dans cet article et aussi déterminer les conditions de financement des PME par ces 8%. Ce que nous remarquons, c'est que les banques qui n'ont pas une note explicative, en même temps, on a une administration qui est en mode temporisé. L'article existe, donc on a une loi, mais elle n'est pas appliquée, alors que c'est la solution qui peut résoudre le problème de fonds de roulement des petites et moyennes entreprises. L'ANPME a envoyé une lettre ouverte concernant ce sujet et concernant la nouvelle loi des chèques. Ça reste en attente. Le blocage semble davantage venir d'une hésitation ou un problème administratif. Il faut ramener les banques à donner ces 8% pour financer l'économie tunisienne. Tunis s'apprête à accueillir au cours de ce mois la première édition des Journées africaines de partenariat commercial. L'événement est prévu du 25 au 27 juin à l'initiative du Centre de promotion des exportations, le CEPEX, en partenariat avec l'ITFC, la Société internationale islamique de financement du commerce. Cet événement vise à renforcer les échanges commerciaux entre la Tunisie et 10 pays d'Afrique subsaharienne, dont l'Ouganda, le Ghana et le Burkina Faso, en réunissant 100 entreprises tunisiennes exportatrices et 25 acteurs économiques africains. Au programme, 1500 rencontres d'affaires ciblant les secteurs de l'agroalimentaire, la construction, la santé et les services. Le groupement des industries tunisiennes aéronautiques et spatiales prend part au 55e Salon international de l'aéronautique et de l'espace prévu du 16 au 22 courant à Paris en France. Ce grand rendez-vous mondial réunira professionnels du secteur et grand public autour des dernières avancées technologiques en matière de l'aviation civile. La présence tunisienne soutenue par l'Agence de promotion de l'investissement extérieur, la FIPA, vise à promouvoir l'écosystème aéronautique tunisien reconnu pour sa compétitivité. La Tunisie s'est imposée depuis une vingtaine d'années comme un hub aéronautique compétitif en Méditerranée avec plus de 80 entreprises opérant dans le domaine. Cet écosystème couvre toute la chaîne de valeur, de la fabrication de composants à l'ingénierie en passant par la maintenance. L'industrie tunisienne exportatrice se prépare à l'entrée en vigueur l'année prochaine du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Il s'agit d'un instrument réglementaire mis en place par les partenaires européens visant à appliquer une taxe sur les produits à forte empreinte environnementale calculée en fonction de leur impact climatique. Pour Nourdine Hajeji, maître de conférence et expert en environnement, ce dispositif constitue à la fois un défi et une opportunité pour les entreprises tunisiennes. Il estime qu'une mise à niveau des industriels tunisiens favorisera non seulement une meilleure performance écologique, mais aussi un renforcement de leur compétitivité sur le marché européen. Nourdine Hajeji au micro de Zenfers. Cette taxe sera payée en fonction de deux choses. La première entité, c'est par rapport à l'indicateur carbone du produit. Deux, par rapport au pays du carbone sur le marché européen. Donc là, du moment qu'on parle de l'indicateur carbone du produit, c'est-à-dire quel est l'embedded emission, quelles sont les émissions incorporées dans la marchandise, et du coup, du moment que la valeur elle sera grande, donc là, on va payer plus de taxes, et du coup, ça va impacter énormément les entreprises nationales du secteur concerné au cours du paiement de la taxe carbone. Et ça pourrait être une opportunité puisque cette taxe elle va être imposée pour l'ensemble des entreprises internationales. Un risque dans la mesure il y a une imputation financière et une taxe carbone qui sera payée. Mais une opportunité, si on va se comparer par rapport à d'autres pays, on pourrait être plus concurrentiel puisque si on va ramener donc une marchandise des pays asiatiques, les producteurs tunisiens ils peuvent être concurrentiels du moment où on a un indicateur carbone moins inférieur à ce qui a été proposé par d'autres pays. La campagne céréalière a débuté cette semaine un peu partout dans le pays avec des prévisions encourageantes. Près de 2 millions de quintaux attendus, soit une hausse de plus de 60% par rapport à l'an dernier. Mais derrière cette embellie apparente, le secteur reste fragile avec notamment des rendements jugés faibles, des semences peu adaptées et une forte dépendance à la pluie. Le décryptage de Fawzi Zayeni, expert en politique agricole et en développement durable.
Le rendement du secteur céréalier est faible par rapport à d'autres pays. Il constitue un handicap pour une meilleure production nationale. Néanmoins, il existe d'autres faiblesses dans la filière, telles que le choix des semences. Nous avons depuis des années mis de côté nos variétés locales qui présentent une résilience face au changement climatique et une rentabilité intéressante par rapport aux variétés étrangères, ajoutant à cela l'absence notoire d'un financement adapté à nos agriculteurs et enfin l'absence significative d'un encadrement et d'un suivi technique de la part du ministère de l'Agriculture. Il faut décider à partir de la saison prochaine d'augmenter les superficies irriguées destinées aux céréales et particulièrement dans les terres domaniales. Il faut également inciter les producteurs de cultures consommatrices d'eau d'opter pour la culture céréalière. Cette incitation est tributaire d'une meilleure rémunération des prix des céréales et un accès au financement simplifié et enfin travailler sur un meilleur usage des eaux usées traitées car elles constituent une bouffée d'oxygène pour le secteur. Le Fonds international de développement agricole engage près de 90 millions de dinars dans un nouveau cycle de projets en Tunisie à partir de l'année prochaine. L'objectif est de soutenir les zones rurales les plus vulnérables en misant sur l'autonomisation des femmes et des jeunes, l'adaptation au changement climatique ainsi que la création d'emplois durables et inclusifs. Les discussions avancent avec les ministères de l'Agriculture et de l'Économie pour définir les territoires ciblés et les actions à mener. Zine Labidine Roudi, point focal du FIDA Tunisie, au micro de Zain Fers. Maintenant, nous sommes en train de préparer un nouveau cycle avec un nouveau projet. Le FIDA intervient de façon cyclique tous les 3 ans et il y a une allocation budgétaire qui est allouée à la Tunisie, l'équivalent à peu près de 90 millions de dinars pour financer 1 ou 2 projets dans les zones rurales. Nous sommes en train de discuter avec le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Économie et de la Planification en Tunisie pour arrêter la zone d'intervention et les activités de projet qu'on va concevoir en début 2026. Et ça, une continuité dans les mêmes zones rurales les plus difficiles où la population est encore arriérée par rapport à la moyenne, par rapport aux zones urbaines, aux zones côtières. Les premières discussions avec le gouvernement ont mis en œuvre des orientations, dont l'une des orientations qui peut être concrétisée dans ce projet national en 2026, c'est un projet thématique qui intéresse jeunes et femmes rurales, qui peut toucher plusieurs gouvernorats pour mettre en œuvre les stratégies gouvernementales en matière de promotion des jeunes et en matière de promotion de la femme rurale, surtout orienté vers les activités économiques, un effet sur l'adaptation au changement climatique. La station de dessalement d'eau de mer de Sousse sera bientôt mise en service. Elle vient s'ajouter aux autres installations déjà en place dans le pays à un moment où les ressources hydrauliques conventionnelles stagnent avec une disponibilité moyenne de 420 mètres cubes d'eau par habitant et par an, un seuil déjà critique. Face à cette situation, les autorités cherchent à diversifier les sources d'approvisionnement en eau en ayant de plus en plus recours aux ressources non conventionnelles afin de faire face aux effets du changement climatique. Hamadi Hbaib, secrétaire d'État chargé des ressources hydriques, au micro de Zain Fers. Il y a presque une stagnation des eaux conventionnelles. Aujourd'hui, chaque habitant a en moyenne 420 mètres cubes par habitant chaque année. Dans l'avenir, ça sera moins que ça avec les changements climatiques. Donc, on est obligé d'avoir d'autres sources d'eau. Et là, nous avons pensé à travailler sur le dessalement de l'eau de mer. Vous savez très bien qu'actuellement, nous avons 3 stations, Ina Djerba, Ina Zarat, Ina Sfax. Il y a une qui sera prête au mois de juin, celle de Sousse. Et on a 2, nous sommes en train de chercher des financements, à savoir celle de Zarzis et de Mahdi. Mais quand même aussi, nous sommes en train de travailler sur la réutilisation des eaux usées traitées pour l'agriculture. Actuellement, on a à peu près 290 millions qui sont traités. On utilise simplement 60 millions. En 2050, nous aurons 580 millions de mètres cubes. Et si on n'utilise pas au moins 70% de ces ressources, on n'aura pas un équilibre hydrique entre offre et demande. Donc c'est pour cette raison que nos choix stratégiques, ça sera les eaux non conventionnelles. Mais bien sûr, en plus de ça, nous sommes en train de travailler sur les compteurs intelligents. Nous sommes aussi travailler sur l'efficience aussi des réseaux. Comme vous le savez très bien que le réseau de la Sonnette comporte actuellement à peu près 59 000 km et nous sommes en train de travailler, de réhabiliter et de remplacer bien sûr les réseaux qui sont très anciens. Actuellement, le réseau de la Sonnette est de 59 000 km et nous, d'ici 2030, on va essayer de réhabiliter au moins 1000 km.
Santé, double sauvetage cardiaque à Gasserine. 2 patients victimes d'un infarctus aigu du myocarde ont été pris en charge en urgence à l'hôpital universitaire Badreddin Alloui. Leur transfert a été coordonné en temps réel via la plateforme numérique Najda.tn, permettant 2 interventions de cathétérisme réussies. Les 2 patients sont aujourd'hui dans un état stable. C'est un nouveau succès pour cette plateforme 100% tunisienne, conçue par des ingénieurs et des experts en cardiologie et déployés depuis le 13 mars dernier dans les régions de l'intérieur du pays. Najda.tn avait permis la semaine dernière de sauver 2 patients à Médine. Direction Gaza, une caravane humanitaire tunisienne baptisée Convoi de la Résilience partira lundi prochain du port de la Goulette en direction de l'enclave palestinienne, organisée par la Coordination conjointe pour la Palestine. Cette action s'inscrit dans le cadre de la Marche mondiale vers Gaza, un mouvement international qui réclame la fin du siège de l'entité sioniste et l'ouverture de couloirs humanitaires. Le convoi acheminera médicaments et nourriture avec à son bord des bénévoles, médecins et avocats tunisiens soutenus par les autorités tunisiennes, la société civile et l'UGTT qui qualifient cette initiative de devoir moral. La fête de Eid al-Adha se vit à nouveau dans les ruines et dans une atmosphère de deuil et de résilience à Gaza, théâtre de bombardements sionistes, de tirs aveugles et de destruction massive. La population palestinienne, accablée par 14 mois de génocide et de guerre, a enterré 38 nouveaux martyrs hier, au premier jour de l'Aïd. Parallèlement, les forces sionistes ont annoncé que 4 de leurs membres ont été neutralisés dans une opération menée par la résistance à Khan Younes. Un engin explosif aurait provoqué l'effondrement de tout un bâtiment utilisé comme base par les Israéliens, faisant également au moins 5 blessés dans un état critique. Washington et Pékin annoncent la reprise des négociations. 3 hauts responsables de l'administration Trump rencontreront lundi prochain à Londres une délégation chinoise pour relancer les négociations commerciales entre les 2 puissances. L'annonce a été faite par Donald Trump sur sa plateforme Truth Social, précisant que son secrétaire au Trésor, son secrétaire au commerce et son représentant au commerce mèneront les pourparlers. Cette réunion fait suite à un échange téléphonique jeudi dernier entre Trump et Xi Jinping et s'inscrit dans la trêve commerciale de 90 jours conclue le 12 mai après une flambée des droits de douane. Dans l'actualité sportive, changement de programme pour les Aigles de Carthage. La Fédération tunisienne de football annonce que le 11 national affrontera la République centrafricaine en match amical lundi prochain à Casablanca en remplacement de la Zambie. Ce sera la 3e rencontre des Aigles de Carthage durant cette fenêtre FIFA après une victoire 2-0 contre le Burkina Faso à Rades lundi dernier et une défaite 2-0 face au Maroc hier soir à Fès. Ces confrontations s'inscrivent dans le cadre des préparatifs aux qualifications africaines pour la Coupe du Monde 2026. Les prévisions météo avant de vous quitter. Le temps est marqué ce samedi par un ciel dégagé et peu nuageux sur l'ensemble du pays, avec quelques orages et pluies isolées attendues cet après-midi sur le nord-ouest et le centre. Le vent soufflera faible du sud au nord et au centre et de l'est au sud, et la mer sera peu agitée à agitée. Les températures en légère hausse. Elles sont comprises entre 30 et 35 degrés sur les côtes et les hauteurs, atteignant les 41 degrés à l'intérieur du pays. Ce journal touche à sa fin. Un bref rappel de ces titres. Au 2e jour de l'Aïd, les pèlerins tunisiens poursuivent les rituels du grand pèlerinage. Le coordinateur national du Hajj rassure quant à la sécurité et la santé de nos fidèles après une journée sans encombre à Arafat. Économie, bientôt 1 an après l'adoption de l'article 412.3 imposant aux banques de consacrer 8% de leurs bénéfices aux PME, un article de loi sans effet, faute de décret, et un blocage dénoncé par les acteurs économiques. La campagne céréalière a été lancée dans plusieurs régions du pays. Près de 2 millions de quintaux sont attendus cette année, mais les rendements restent faibles, tributaires d'une pluviométrie irrégulière et d'un secteur peu modernisé.
C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. C'était Houaïd Abizid à la technique et Ziad Mahjoub au micro. Bonne suite de programmes sur les ondes de RTCI.